Et vous l'aurez compris, du reste, toutes les interventions donc, je viens de citer hein, à travers donc, ces différentes interventions, toutes ces propositions sont axées sur un va-et-vient constant entre votre spécificité, c'est-à-dire celle de création, créativité, de votre pratique artistique, puisque donc, on a beaucoup de créateurs ici dans cet amphithéâtre, et puis pour les autres, la façon dont vous concevez l'innovation et la relation offerte au sein de la société. Parce que ce qui est assez intéressant dans le phénomène actuel, dans la culture d'ailleurs contemporaine, c'est qu'on est arrivé à un stade où l'art n'est plus satisfaisant dans son inscription dans le monde de la culture, dans le sens où il est plus prospectif, de la même manière qu'il pouvait l'être lors des avant-gardes ou dans d'autres cadres. Il faut toujours que cet art soit en relation avec d'autres spécificités. On voit bien d'ailleurs ce qu'on appelle recherche en art dans les écoles, ce sont finalement des duos qui se créent entre un artiste ou une artiste et d'autres cadres, qui ne sont pas des cadres qui sont liés à la culture. Et donc on va aussi interroger à travers ce séminaire cette interrelation entre le monde, je dirais le monde extérieur et le monde artistique et culturel, et comment ces deux mondes finalement sont totalement en fusion aujourd'hui, comment ils peuvent, par une accélération liée à votre travail, en somme, eh bien, avoir une incidence réelle en contrepoint du monde de l'art, je dirais des galeries ou des musées, qui est un monde de l'art très circonscrit dans des cadres prénormés qui ne laissent pas place à une réinterprétation dans le réel. Factuel. C'est-à-dire qu'on est en face d'objets qui sont toujours des objets symboliques, mais on n'est pas en face d'objets qui vont être en capacité d'entraîner l'innovation. Et donc c'est là où ce séminaire, qui paraît peut-être pour certaines ou certains aujourd'hui extrêmement technique, eh bien il est conçu comme une ressource pour vous et une ressource dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Parce que ces ressources, tout est cloisonné, ces mondes sont cloisonnés. Et donc l'objectif de ce séminaire, comme l'objectif d'ailleurs de l'université en règle générale, si on considère que la recherche universitaire est une recherche toujours ouverte, eh bien c'est de créer des brèches et des convergences dans la relation. Et donc là je reviens à la poétique de la relation et également à la philosophie de la relation. On ne peut pas considérer, en tout cas, ces éléments comme des éléments qui vont être étrangers à votre propre pratique, si vous voulez que ces éléments puissent avoir une fonction de moteur dans votre création. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous transmettre cette année à travers les différentes interventions que vous aurez à vivre. Alors, pour débuter ce séminaire, j'ai décidé, comme l'an dernier, d'aller un peu plus loin d'ailleurs sur un sujet que je trouve passionnant, qui est la question des images de pensée. Donc, cette notion d'image de pensée est très en phase avec cette pensée archipélique qui est portée par Édouard Glissant. C'est une pensée de l'essai, c'est une pensée de la tentation intuitive qu'on pourrait apposer finalement à des pensées continentales qui seraient avant tout des systèmes, mais c'est une pensée intercontinentale puisque dans la pensée continentale, on ne voit que le monde à travers un bloc. On le voit bien même au niveau géopolitique aujourd'hui à travers les conflits, les guerres qui s'opèrent, ou d'un groupe, ou d'un jet, comme une sorte de synthèse imposante. Tout à fait comme nous pouvons voir défiler par des saisies aériennes eh bien, les vues généralement de configuration de paysages ou des reliefs, pour ceux qui sont portés sur la géographie. Dans le cadre de la pensée archipélique d'Édouard Glissant, nous pouvons connaître les roches de rivière,
on peut leur parler. Ces roches de lumière, ces trous d'eau, ou les écrevisses qui s'abritent éventuellement sous ces roches de lumière et de trous d'eau. Et la formulation qui est emblématique chez Glissant, agis dans ton lieu, pense avec le monde, eh bien, convoque cette idée que l'archipel est une forme d'image d'où surgit des imaginaires. Être relié à la réalité de tous les lieux du monde, archipélisé finalement et diffracté, ça nous entraîne à pousser plus encore les praticiens du chaos vers l'idée de ce que pourrait être le fractal. L'idée aussi de fragilité, qui est très intéressante parce que c'est un état du monde qui permet à certains moments d'envisager différemment les images qui nous traversent. Alors, pour nous aider, nous allons convoquer un livre qui est très intéressant. C'est un livre de Marie-Aude Carès qui s'intitule « Images de pensée ». C'est un livre qui réfléchit sur la façon dont des penseurs, des inventeurs, des philosophes, des scientifiques ont pu convoquer des images, des dessins, des griffonnages sur des cahiers, et puis finalement s'en inspirer pour réaliser des formes, des inventions, développer en tout cas toutes sortes de travaux. Alors, la pensée scientifique est une forme c'est une logique, mais lorsqu'elle est confrontée à la pensée poétique, s'expriment de nouveaux modes de discours et qui vont, même s'ils sont distincts, interagir et arriver peut-être à se rejoindre pour exprimer une forme directe qui va graver en somme des schémas et mettre en œuvre une arborescence, des labyrinthes, des plans, des actes maladroits, des représentations, des gribouillages, voilà, toutes sortes d'éléments qui vont saisir le regard et puis nous aspirer dans des imaginaires, dans des savoirs, dans d'autres mondes. Alors, on a plusieurs exemples dans cette logique. On a, vous voyez ici, par exemple, un schéma qui est un schéma de Sigmund Freud. Est-ce une île, le cours d'une rivière, un plan secret qui se cache dans ce cœur tremblé parcouru de flèches rouges ou noires. Alors là c'est noir et blanc, donc c'est un peu compliqué. C'est en tout cas un schéma qui nous amène à réfléchir sur des univers qui nous traversent, des mouvements circulaires qui nous conduiraient à distinguer la mélancolie, la neurasthénie, la névrose à l'angoisse, du linéaire au signifiant, etc. Donc, à travers tous ces schémas, finalement, on en arrive aussi à réfléchir à ce que Descartes, par exemple, a pu, donc qui est un philosophe français dont vous connaissez la pensée et la logique, ce schéma de pensée de René Descartes repose sur un doute méthodique et remet en question finalement des connaissances, des croyances. Il nous explique en effet que on pense donc on est, je pense donc je suis, cogito ergo sum, mais finalement les certitudes de l'existence en tant qu'être pensant sont ébranlées et deviennent peut-être éventuellement des fondements de connaissance à partir du moment où on peut être dans une forme d'introspection qui peut passer par une subjectivité, donc par des dessins. Et là, vous voyez, par exemple, voilà, donc des dessins qui sont réalisés par Descartes et qui finalement nous amènent une réponse peut-être différente liée à sa philosophie. On a toujours une forme de sectorisation, une pensée sectorielle finalement. On va penser Descartes à travers les mots et à travers les figures conceptuelles philosophiques, mais si on regarde ses dessins finalement, peut-être qu'on va penser différemment ensuite sa pensée écrite et la figurer de façon peut-être plus sensible ou plus complexe éventuellement, puisque d'autres paramètres vont intervenir.
Alors, Descartes s'efforce à prouver l'existence de Dieu, considère que la garantie de la vérité et les idées claires sont distinctes finalement de l'existence de Dieu en tant que telle, mais finalement il réfléchit dans le même temps sur l'introspection, sur la subjectivité, sur la déduction d'un monde objectif et nous amène à réfléchir donc à la raison d'être, à l'existence de Dieu qui serait éventuellement donc en mesure, non pas d'être expliqué, mais d'entrer dans une logique qui serait liée à la connaissance. Et donc, bon, je pense que c'est tout un monde, en effet, qui s'ouvre à nous lorsque on regarde ces diagrammes et ces dessins que Descartes nous montre. Alors, il y a également des dessins comme ceux de Paul Valéry, l'idée fixe ou deux hommes à la mer, par exemple, issu de 1933 avec Gallimard, chez Gallimard. Donc, Valéry nous disait « J'étais en proie à de grands tourments, quelques pensées très actives et très aiguës me gâtaient, tout le reste de l'esprit et du monde, rien ne pouvait me distraire de mon mal, et je n'y revins plus éperdument. Plus éperdument. Il s'y ajoutait l'amertume et l'humiliation de me sentir vaincu par des choses mentales, c'est-à-dire faites pour l'oubli. L'espèce de douleur qui a une pensée pour une cause apparente entretient cette pensée même et par là s'engendre, s'éternise et se renforce elle-même, etc., etc. Donc vous avez, si vous voulez, donc à travers des dessins qui vont finalement surgir de toutes sortes, eh bien, une réflexion sur le devenir du monde et sur un être qui pourrait éventuellement nous se construire et nous entraîner à réfléchir autrement, eh bien, autant les fantaisies personnelles que collectives. Nous avons donc aussi des pensées comme celle d'Albert Cohen avec L'île de ma mère qui sont accessibles et vous trouverez éventuellement dans le cadre d'ouvrages dont je pourrais vous donner eh bien, les références. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, de Sigmund Freud à Descartes, à donc tous ces schémas, on en vient évidemment à chaque fois à reconsidérer eh bien, ces schémas comme des œuvres éventuellement. Je ne sais pas si vous connaissez le Goethenaum, donc à Bâle, à Basel, mais il y a des lieux comme ça qui sont nés de dessins ou de schémas ou de structurations liées comme ça à ce mode de pensée, et notamment la pensée du Bauhaus. Alors, la pensée du Bauhaus, elle peut être liée, par exemple, à cet organigramme du Bauhaus, qui est un organigramme en cercle, où il est exposé dans ce cercle eh bien, la pédagogie, le cursus des enseignements liés au Bauhaus. Même si c'est un cursus, on ne voit pas très bien les étapes, mais il y a l'idée d'ensemble, d'un ensemble à parcourir, et on ne sait pas vraiment dans quel ordre on va pouvoir parcourir cet ensemble. Il y a plusieurs voies possibles, il y a une pluralité de notions, même de méthodes, et en tout cas, le centre de cet organigramme du Bauhaus, ce centre est une sorte de fin d'opération. C'est un centre d'opération et en même temps une fin en soi, une construction et une déconstruction. On part de l'extérieur vers l'intérieur, mais on peut aussi finalement imaginer plusieurs dimensions matricielles et un foyer, un registre métaphorique qui exclut éventuellement des éléments par rapport à d'autres ou qui les inclut au contraire, en imaginant une forme de rythmique méthodique où les cheminements eux-mêmes vont entraîner des conditions de possibilité. Ce que ce schéma finalement nous révèle, c'est une forme de tension qui existe entre certains champs, des polarités, un design qui est une formulation aussi presque architecturale, et à l'image de Steiner que j'évoquais tout à l'heure à travers le Goethenaum, on est là donc dans une réflexion sur le vivant autant que sur l'ordre et la polarité
d'une dynamique qui est pas forcément unipolaire, c'est qui pourrait être autant bipolaire que tripolaire, et commencer finalement à mettre en œuvre des designs dans le réel, finalement en obligeant les polarités à se retrouver ensemble dans un tout qui ferait sens par rapport à des schémas et des combinatoires. Donc combiner, décombiner, recombiner, tout ça nous amène à réfléchir en somme cette relation qui nous lie à un système. En 1957, à travers son guide de psychogéographie, eh bien, Guy Debord, par exemple, nous amène à réfléchir également sur des dérivations, une forme de dérivation qui finalement nous montre un guide psychogéographique qui rend compte d'expériences, de dérives qui sont menées dans certains lieux de Paris par les lettristes. Donc on a cette possibilité, à travers un plan, de rencontrer autant de ceux qui entraîneront évidemment au LIPO, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces mouvements, mais on a donc à travers cette action de Guy Debord un moyen de nous entraîner aussi géographiquement dans un schéma mental. Donc ça c'est très intéressant aussi par rapport à la façon dont Guy Debord a envisagé sa relation à la société et notamment à travers les ouvrages qu'il a écrits plus tard qui ont tellement inspiré d'ailleurs nos étudiants et les enseignants aujourd'hui universitaires qui travaillent notamment la philosophie, mais la sociologie et les sciences politiques. Donc vous avez voilà, toutes sortes de schémas. On voit l'international situationniste par exemple, et donc à la manière de la psychogéographie que j'évoquais à l'instant, l'idée c'est de concevoir une mise en forme et une étude de lois exactes et des effets précis d'un milieu géographique qui, consciemment aménagé ou non, eh bien, va agir directement sur le comportement affectif des individus. Ces groupes qui finalement se sont constitués comme le lettrisme ou l'IPO ou d'autres groupes artistiques ou pas, eh bien, nous amènent à réfléchir à la société du spectacle, mais aussi peut-être la façon dont aujourd'hui la notion de dérive peut être assez intéressante dans un cadre qui nous amènerait à réfléchir l'utopie. Peut-être même au-delà de l'utopie, les écarts qui se jouent dans la société et qui nous amènent à réfléchir l'humanité. Alors je vous renvoie à L'âme humaine et le socialisme de Oscar Wilde, écrit en 1891. Debord aimait les cartes, hein, vous l'imaginez bien, la géographie des sites, les itinérances, et à travers cette œuvre cartographique que je vous ai montrée, on peut considérer non seulement l'idée de dérive, mais aussi une forme de littérature, de potentielle littérature et d'une esthétique potentielle qui s'incarne à travers des formes. Donc ces formes ayant aussi des objectifs stratégiques et peut-être participant d'une forme de guérilla urbaine qui réfléchit le monde et éventuellement le réenvisage par la révolte. Alors là, vous avez encore d'autres schémas. Voilà, ça m'amène à vous parler maintenant d'un autre phénomène que j'étudie depuis de nombreuses années, parce que j'y suis inscrit. Ce sont les entreprises artistes. Les entreprises artistes voient le jour dans les années 60, menées par des artistes comme Ian Baxter et Peter Engels, qui inscrivent leur travail artistique dans une forme entrepreneuriale, arborent une marque, un label, un nom, un organigramme, et depuis plusieurs centaines de structures se sont créées, et leur élan se poursuit.
De la critique artistique à l'affirmation de modes d'organisation autonomes, leur chronologie s'étale sur plusieurs décennies. Alors vous voyez ici plusieurs entreprises artistes. Toutes ces artistes donc, ont des logos. Elles s'inscrivent dans la durée et c'est là que réside leur particularité. Ce sont des entités qui opèrent comme un système global et comme une structure installée dans le temps pour interloquer directement les phénomènes du monde. Elles portent un regard sur les problématiques de la société, comme le faisait Debord en son temps, et elles ne renient que très rarement leur relation à l'art, même si elles ouvrent à des champs d'interprétation nouveaux, puisqu'elles s'inscrivent dans la réalité parfois, comme Das Painting Productions ou d'autres entités comme Itoy Corporation par exemple. Donc à travers la constitution de ces entreprises, nous avons ainsi la possibilité de réfléchir à une création collective, à des typologies différentes de co-réalisation d'œuvres et de penser à travers la tentation intuitive eh bien, à la façon dont s'apposent les pensées continentales en relation avec évidemment cette pensée archipélique dont je vous parlais tout à l'heure, incarnée par la philosophie d'Édouard Glissant. Être relié à la réalité de tous les lieux du monde, être diffracté, nous pousse eh bien, avec cette pensée du chaos monde, eh bien, un état du monde qui remplit ces entités entrepreneuriales finalement d'autre chose que leur simple structuration eh bien, matérielle ou je dirais plastique. Donc on va évoquer Ian Baxter par exemple. En 1966, Ian Baxter invente la Anything Company et en 1969, il invente également la compagnie Incorporated et en 2006, il fait donc une addition de tous ces deux noms qui finalement va entraîner une autre entité. Pour lui, l'une des fonctions de l'artiste dont on a pris la mesure dans les récentes décennies est par-dessus tout de nous empêcher de devenir parfaitement adaptés à notre environnement. Le travail de l'artiste consiste à bousculer nos sens de manière à faire naître de nouveaux points de vue et de nouvelles capacités d'adaptation et de relation avec les situations nouvelles. Donc là, je cite Marshall McLuhan, qui est très important, puisque c'est un théoricien de l'économie, et notamment de réflexion sur le management et la façon dont l'art et la communication peuvent eh bien, nous intéresser. Et c'est ce théoricien qui a interloqué Ian Baxter, que voici, hein, vous le voyez ici à Vancouver, dans, ce n'est pas le Québec, mais c'est quand même un lieu important, je pense, au Canada. Vancouver, donc près de Vancouver, donc habite Ian Baxter, et donc il est dans sa piscine là, avec une esperluette. Ian a réalisé tout au long de sa carrière toutes sortes d'œuvres. Pour lui, l'idée du travail de l'artiste, s'il consiste à bousculer nos sens de manière à faire apparaître de nouveaux points de vue, eh bien, est aussi constituée d'objets qui vont être puisés dans la réalité. Et à travers son travail, il s'agit de produire de l'information sensible, de fournir un service de consultation et d'évaluation, et, en troisième point, de produire, manufacturer, importer, exporter, acheter, vendre, et par toutes les façons de s'occuper de toutes sortes de choses qui permettraient finalement de faire se développer des œuvres, des concepts et des actions artistiques qui peuvent devenir parfois des services. Donc en 1961, grâce à une bourse octroyée par le gouvernement japonais, Ian Baxter parcourt le Japon et va découvrir au Japon une réflexion sur la nature et sur sa façon, ses capacités de se transformer. Et donc il va par la suite, lorsqu'il retourne au Canada, inventer une manière de faire et de penser qui lui vaudront la reconnaissance des critiques et des conservateurs étrangers. Il a participé notamment à des projets organisés par Germano Ceylan, Lucie Lippard, Seth Siegelhaube,
avec qui nous avions organisé un colloque il y a quelques années, et nous a permis de présenter son travail aussi, ça lui a permis de présenter son travail dans de nombreuses manifestations, et notamment à la Biennale de Sao Paulo ou dans le cadre de Biennale de Venise. La conjoncture économique pour lui était très intéressante parce qu'elle lui permettait aussi de s'adosser à des situations. Il est devenu d'ailleurs vice-président de la société Labatt, qui est une société de réalisation de bière. Et à travers cette fonction qu'il a occupée pendant uniquement près d'1 an, il a tout déconstruit. Il avait un pouvoir assez important au sein du service de la communication et il a déconstruit complètement la politique de Labatt. Bon, après, il a dû partir parce que ça devenait ingérable pour l'entreprise, mais c'était très intéressant parce qu'il a réussi à transformer cette structure. Vous avez ici une œuvre qu'il a réalisée en 2008, donc toujours en phase avec une réflexion où finalement s'incarne une mise en œuvre de notre propre lien aux animaux qui finalement sont indexés et mis en situation d'être des objets moins que des êtres vivants. Et donc, il développe cette réflexion permanente entre le travail du scientifique qui va s'intéresser à des phénomènes et à des objets, et aussi le travail de l'artiste qui va se déconnecter de cet intérêt pour aller vers autre chose, une expérience qui critique, qui met en perspective, en tout cas, cette interrelation entre notre corps et le contexte dans lequel nous inscrivons. Alors, c'est Monsieur Henneman, donc il a d'ailleurs tatoué sur ses 2 bras l'esperluette. Il a même réussi à inscrire dans son passeport son nom, son esperluette. Donc, sur son passeport, il s'appelle donc Ian Baxter End. Donc l'État canadien a admis qu'il pouvait donc être lui-même, mais aussi une pluralité de lui-même. Donc cette esperluette, c'est une forme d'ouverture de son corps et de son esprit vers autre chose que lui-même peut-être. Donc c'est éminemment conceptuel et c'est formidable qu'il ait réussi à faire inscrire son nom de cette manière. On va parler également de Peter Engels. Peter Engels a fondé... donc il a créé pendant de plusieurs années des peintures monochromes qu'il a commencé en 1962 et il se considérait comme un récréateur animateur. Son art était provocateur la plupart du temps, une sorte de parodie du monde artistique établi qu'il rejetait en tant que monde de consommation. Il a fondé en 1964 la Angels Products Organization, l'EPO, qui organisait chaque année des foires de produits où il présentait par exemple des meubles insensés et utilisait des objets, des références. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir Peter Engels, qui est né à Amsterdam en 1938, mais qui finalement ensuite a beaucoup voyagé. Il a évidemment été en phase avec l'éthique d'insolence et d'irrévérence de Fluxus, avec laquelle il a beaucoup travaillé. Nous avons également un artiste que nous jugeons très important. Vous voyez par exemple par ce livre, cet ouvrage, Les entreprises artistes, qui est un ouvrage merci d'avoir cet ouvrage avec vous. C'est un ouvrage que nous avons réalisé à l'issue de colloques, un colloque notamment en 2006, L'art et l'entreprise. Et c'est un ouvrage qui est international, qui a été préfacé par Lucie Lippard et d'autres théoriciens comme Stephen Wright. Et pour nous, c'était très important d'avoir la possibilité de réaliser un ouvrage qui parle autant de ces entreprises artistes à travers des modèles dont je vous parle actuellement, que aussi des écrits. Donc on a une publication là qui est autant
constitué par moitié d'œuvres que par moitié d'un contexte d'écriture assez proliférant. Donc, pour faire l'ouverture de ce livre, eh bien, nous avons un diagramme que j'ai choisi personnellement pour l'ouverture. C'est un livre que j'ai dirigé. Et donc, Marc Lombardi, c'est quelqu'un qui réalise des mappings de réseau. Mais il réalise ces mappings de réseau à la fin des années 80-90. Donc c'est quelqu'un qui est très novateur dans la façon dont il réfléchit le monde. Et ces mappings de réseau, il les réalise par rapport à des situations et par rapport aussi à des situations qui sont très particulières parce que ce sont des réseaux d'influence politique, économique, scientifique, géopolitique. Enfin, on est en face de situations qui sont expliquées à travers ces diagrammes. Donc ce sont non seulement des dessins et des peintures qu'il réalise, mais à travers ces dessins et ces peintures, il s'attaque à des cartographies d'événements qui sont des événements politiques. Et donc, du reste, malheureusement pour nous, il sera retrouvé pendu dans son atelier suite à une étude qu'il aura fait. C'est un suicide supposé, mais c'est pas forcément un suicide. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand même, a travaillé beaucoup et étudié, par exemple, les liens qui existaient entre certaines familles, famille Bush par exemple, et famille Ben Laden. Enfin, comment une époque peut être expliquée par des diagrammes. Bien lui, il avait certaines théories qui finalement s'expliquaient par une forme de réflexion, par un travail journalistique, par un travail de recherche. Et donc ces diagrammes, à certains moments, dénoncent aussi des situations qui peuvent paraître paradoxales par rapport à la façon dont se situent finalement les contextes. Donc il a été comparé à Robert Smithson et à Gordon Mattard Clark également, en termes de puissance conceptuelle de son œuvre, son influence étendue. Ses dessins sont des récits visuels. Il explique comment l'argent circule dans notre économie transnationale, post-impériale, des sociétés aux organisations politiques, des individus aux différents groupes, et à l'aide de graphites et de crayons, il tisse des informations tirées de journaux. Il montre également certaines critiques d'art comme celle de Michael Kimmelman, qui a qualifié ses dessins de délicates toiles d'araignée du scandale, et qui peuvent être considérés comme une métaphore de l'insaisissable vérité qui était le sujet réel finalement de Marc Lombardi. L'œuvre de Lombardi est une œuvre qui est signifiante, qui est presque prophétique à certains moments, et elle trace des schémas d'échange qui pointent visuellement des feuilles de papier comme des notations musicales soigneusement placées. Donc vous voyez, c'est assez étonnant, c'est très esthétique. Moi, si j'avais pu en acheter il y a quelques temps, maintenant c'est encore beaucoup plus cher, mais je l'aurais fait. Il a une galerie à Brooklyn extraordinaire avec beaucoup de pièces qui donc incarnent bien sa pensée. Alors je vais vous parler également d'un collectif, le collectif de l'organigramme qui ressemble à une sorte de micronation. C'est l'organigramme de NSK à travers le collectif Irvine qui a été fondé en 83 à Ljubljana. Alors là, c'est autre chose. Voilà. Donc vous avez ici, donc NSK avait même un passeport. Donc NSK est une forme de micronation qui est un État dans le temps, un État dans le territoire physique et sans frontières nationales, et un État d'esprit finalement. Cette entité non reconnue par la communauté internationale délivre des documents officiels, notamment des passeports, le temps de performances artistiques et déclare certains lieux territoires de l'État NSK. Durant le siège de Sarajevo, par exemple, de 92 à 96, les passeports NSK auraient permis à plusieurs centaines de personnes de fuir la ville. Cette entité maintient des ambassades dans différents pays d'Europe
Et depuis le premier congrès des citoyens du NSK, qui s'est déroulé le 23 octobre 2010, la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, où 32 citoyens délégués venus de 4 coins du monde étaient encadrés par 4 modérateurs, se réunir pour établir les bases d'un État global ayant l'art comme axe central à travers toutes sortes d'organigrammes et de dessins. Donc vous avez ici voilà, le groupe NSK. Il y a également Itoy Corporation, qui est un groupe très intéressant. Donc là, je vous montre rapidement. Il travaille en collaboration. Donc il y a un artiste qui s'appelle Zeiss, mais il y a 2 ingénieurs, il y a aussi des communicants et des ingénieurs Et donc tout ce groupe travaille avec des containers. Et donc dans chaque container, il développe des histoires, des récits. Travaillent sur, par exemple, la mémoire, la fin de vie. Ils ont étudié pendant 5 ans des personnes qui étaient certaines de mourir. Et donc, ces personnes ont été interviewées, ils ont réalisé leur monographie. Et avec ces interviews et ces vidéos, ils ont tissé toutes sortes de réseaux, de relations intrapersonnelles et également collectives, qui ont été non seulement dédiés aux descendants de ces personnes qui ne connaissaient pas véritablement l'histoire de ces personnes qui étaient étudiées, donc les enfants, les petits-enfants, et qui ont eu accès à une mémoire à laquelle ils n'auraient pas eu accès sans l'action d'Itoy Corporation. Alors ça s'appelle Mission Eternity. Là, vous avez un autre travail de Itoy Corporation, Arcanum Capsule Plan, donc qui permet de protéger des parts de mémoire, des objets, voilà, toutes sortes d'éléments. Là, c'est donc une personne qui a été étudiée jusqu'à la fin de sa vie et qui donc a donné à Itoy vraiment tous les éléments qui finalement permettaient de le faire comprendre, de le faire savoir son histoire. Ils ont réalisé ensuite une capsule accessible, donc il y avait un conteneur dans lequel la famille pouvait venir se recueillir avec des projections et toute cette mémoire était protégée par des sortes d'angels en peer-to-peer pour que ces personnes n'aient pas accès à une seule histoire, mais aient seulement accès à une mémoire parcellaire de cette personne. Donc la mémoire entière, intégrale de cette personne n'est accessible qu'à la famille. Donc c'est une forme de réflexion sur la façon dont pourrait être constituée aujourd'hui une sépulture contemporaine qui convoquerait les nouvelles technologies. Donc puis on voit que ça a été fait quand même dans les années 2010, hein, donc 2007-2010. Alors, on a également Dana Wise. Alors, Dana Wise, c'est une amie. Sa grand-mère était trader. Elle est canadienne. Elle n'est pas québécoise. Voilà, mais elle est canadienne. Et donc, Dana Wise a créé Jesus at the Sister Productions. Et Dana Wise, donc, ce sont des petites pilules que vous pouvez trouver dans le monde entier. Elle a près de 3000 points de vente dans le monde entier. Elle n'a aucune galerie. Et elle capitalise sur ses sachets de pilules. Donc chaque pilule parle d'une question de société. Voilà. Make your cat sing like Céline Dion, par exemple. Mais ça peut être aussi voilà, vous avez Understand the Meaning of Life, Have an Instant Orgasm Pills. Voilà, enfin bon, c'est. Voilà, et donc, alors c'est pas elle, parce qu'elle se fait toujours représenter par des amies stripteaseuses qui vont signer ses livres et la représenter dans ses vernissages. Donc, elle veut laisser paraître une forme de caractère très exubérant, alors qu'elle est plutôt effacée. Donc voilà, elle brouille encore les pistes d'une certaine manière. Donc vous avez, elle a créé dans l'organigramme de son fonctionnement, il y a non seulement 3000 points de vente, mais il y a aussi des produits dérivés. Et donc elle a brandé son travail et donc elle recueille de l'argent en relation avec des produits dérivés qui sont liés à son système. Vous avez aussi un autre type d'artiste, Ludovic Chemarin Copyright. Lui, c'est un artiste c'est une entreprise artiste également, mais lui, il s'est vendu.
C'est-à-dire qu'il a arrêté son activité artistique et il a vendu à 2 autres artistes, Nicolas Ledoux et un autre artiste, qui est aussi un artiste entrepreneur. Donc ces 2 artistes ont racheté le label Ludovic Chemarin et ont fait un contrat avec Ludovic Chemarin donc, pour qu'il apparaisse pour les vernissages de ses œuvres. Donc il a vendu toutes ses œuvres, il a donné toutes ses œuvres à ces artistes qui sont maintenant donc leur propriété. Et en même temps, ces artistes créent de nouvelles œuvres de Ludovic Chemarin, mais qui ne sont pas issues de Ludovic Chemarin. Donc c'est eux qui créent ces œuvres, mais sous le label de Ludovic Chemarin. Donc il y a une collection Ludovic Chemarin qui est brandée Ludovic Chemarin, mais qui n'est pas issue de Ludovic Chemarin, mais qui est en présence de Ludovic Chemarin. Donc c'est tout un système, voilà Ludovic Chemarin d'ailleurs, qui signe le contrat ou une sorte de pacte de Faust où il donne toutes ses œuvres à ces 2 artistes. Donc là, vous voyez une œuvre de Ludovic Chemarin qui n'a pas été créée par Ludovic Chemarin, mais qui est brandée Ludovic Chemarin. Voilà, et donc on retrouve. Alors il va faire aussi de temps en temps des conférences aussi sur demande des personnes qui lui ont acheté le label. Alors vous avez quelqu'un que j'affectionne particulièrement, That's Painting Productions, donc c'est Bernard Brunon. Bernard Brunon réalisait des œuvres dans les années 70-80, et puis il a décidé, il est tombé amoureux, il est parti à Houston, et il a décidé de très radical, il était très support surface, et il est allé à Houston, et il a commencé à faire de la peinture en bâtiment. Donc il a créé une entreprise de peinture en bâtiment, et il s'est mis à peindre des bâtiments, des murs, toutes sortes de choses qu'on fait quand on est peintre en bâtiment. Et il vend au prix de la peinture en bâtiment aussi. Donc il a des employés, enfin il avait des employés parce qu'il est à la retraite maintenant, au Nouveau-Mexique, et donc il réalisait donc comme ça toutes sortes d'interventions dans des cadres publics. Vous avez également l'Agence internationale de remplacement. Donc là, ce sont des acteurs qui vous remplacent, donc si vous ne pouvez pas être à l'endroit où vous devriez être, donc vous en remplacent avantageusement. Moi-même, j'ai été remplacé par Alain Ginsburger dans le cadre d'une conférence, parce que j'avais un vernissage à Tunis et en même temps une conférence à Lyon. Donc qu'est-ce que je choisis? Évidemment, je vais à Tunis. Donc Alain Ginsburger m'a remplacé, il m'a étudié, et il a pris mon PowerPoint, il s'est habillé comme moi, j'ai donné mes vêtements, et puis il a dit voilà, je ne suis pas Yann Thomas, mais je représente Yann Thomas, et il a réalisé donc la conférence, et il a évidemment touché le cachet de la conférence pour lui. Alors, dans ce cadre-là, je vous montre rapidement ce qui fait lien avec moi aussi en tant qu'artiste, c'est Ouest Lumière. Donc j'ai occupé pendant 3 ans l'ancienne maison mère de Ouest Lumière, qui était une compagnie de production et distribution d'énergie électrique. Et donc vous voyez ici le bâtiment que j'ai occupé pendant 3 ans, donc qui est un bâtiment en 1930. Donc j'avais au fur et à mesure de mon parcours réussi à obtenir chacun des étages. Et donc ça m'a permis de développer toutes sortes d'installations. Vous voyez ici, l'autre côté, une partie de l'usine qui a été détruite, qui était une usine Eiffel, et donc j'ai suivi la destruction. Et au milieu, les actions aux porteurs que j'ai trouvées dans une salle qui était murée depuis les années 20, et donc ce qui m'a permis de racheter le nom et la marque de Ouest Lumière et de m'autoproclamer président de cette compagnie. Et j'ai créé un COMEX, donc un comité exécutif, ensuite un organigramme, donc un organigramme qui était, donc ça c'est l'action Ouest Lumière, qui était donc constitué de 2 vice-présidents, une vice-vice-présidente, une directrice avec stratégique, un commissaire politique, voilà, toutes sortes de personnalités. Et puis aujourd'hui, eh bien, des centaines d'actionnaires. Alors vous avez ici, voilà, c'est une forme de réflexion sur l'arborescence, les modules Ouest Lumière, un organigramme, le premier organigramme de Ouest Lumière. Donc là, vous retrouvez le COMEX et puis également un croisement entre la logique de l'ONU et la logique de certains ministères français ou européens. Et puis certaines directions qui sont développées à Ouest Lumière. Chaque personne qui devient actionnaire de Ouest Lumière devient directeur de quelque chose. Alors, la direction de l'intelligence du réseau, la DIR, la direction de la propagande, moyens techniques et commerciaux, la DPNTC,
la direction de l'intelligence économique, la DIE, la direction du service de l'oubli, la SD, la direction du sens, la DS, la direction de l'ailleurs, la DA, la direction de l'embrigadement de la jeunesse, la DEJ, la direction de l'office de mise en doute, l'OMD, la direction du service des fluides, la SF, l'administration du contentieux culturel, la ACC, la direction du service de développement écourté des risques, la SDER, la direction de la diplomatie des Lumières, la DDL, la direction des beaux rêves, la DBR, la direction de la logistique, la DL, la direction des croisements sous X, la DCX, la direction des interventions furtives, la DIF, la direction des mouvements gauche, la DMG, la direction des relations transalpines, la DRTA, les observations des entreprises concurrentes, l'OEC, la direction des centrales énergétiques du cabinet M, la DCEC, la direction de réciprocité courtoise, la DRC, la direction de la délicatesse, la DDLD, la direction du culte de la personnalité, la DCP, le bureau de l'entente cordiale, le BEC, la direction de la section clubine en Ouest Lumière, la DSCOL, le bureau de l'altérité, le BA, la délégation sportive Ouest Lumière, la DSOL, etc., etc. Donc vous voyez, donc on est en face de personnalités qui donnent un titre à leur présence en tant qu'actionnaire en Ouest Lumière et qui vont créer une arborescence de possibilités qui finalement est autant inscrite dans une poétique que finalement dans une réflexion sur le monde. Chacun, je fais se rencontrer les actionnaires 3 fois par an, donc pour les vœux, je fais des vœux aux actionnaires pour l'année. Pour mon anniversaire, le 11 juillet, cas où vous reteniez mon anniversaire, et puis à la fin de l'année, donc en novembre, enfin octobre-novembre, où là je réunis tout le monde, on se pose des questions sur le monde, on réfléchit le monde, etc. Donc là vous avez ici des badges éventuels ici, et puis donc ici l'abri anti-aérien de Ouest Lumière, donc c'est l'abri qui se trouve rue de Charonne. Donc là, j'y ai consigné toutes les archives de Ouest Lumière depuis 1903. Et comme j'ai racheté le nom et la marque, j'ai aussi la propriété de ces archives Ouest Lumière. Vous avez donc ici des actionnaires, donc ils sont photographiés. On fait souvent des photographies des actionnaires. Il y a des réunions, des assemblées générales. Donc vous voyez ici des photographies des actionnaires avec leur cadre, leurs attributs. Là, vous voyez des images, par exemple, de l'exposition à Tours, au CCC de Tours, où j'avais montré une exposition qui s'appelait Ouest Lumière 1905-2005, le centenaire de Ouest Lumière, donc où je réunissais autour d'un organigramme tous les actionnaires. Alors là, vous avez ici la brochure de 2005. Donc, qui est une brochure qui montrait un peu nos implantations au niveau mondial et également certains documents. La question de l'organigramme m'intéresse beaucoup, donc ce qui m'a amené à réaliser des organigrammes géants, donc des organigrammes qui finalement étaient des sortes de portraits d'entreprise ou portraits de personnes ou portraits de situation. Donc là, vous avez par exemple l'organigramme réalisé au CCC qui est un portrait finalement de mon activité jusqu'en 2004. Bon, là je me suis pris un peu, c'est un autoportrait, mais j'ai réalisé d'autres organigrammes évidemment qui parlent d'autres choses, des compagnies, des entreprises qui finalement pourraient faire du greenwashing ou d'autres entreprises qui sont elles vertueuses. Donc je m'intéresse beaucoup à la façon dont ces liaisons, dans l'esprit de l'artiste dont on parlait tout à l'heure, finalement, tous ces réseaux peuvent éventuellement faire sens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie. Donc, comment l'énergie circule entre les corps. Donc, vous voyez ici voilà, des organigrammes géants, plusieurs organigrammes comme ça. Voilà, c'est plein d'organigrammes. Il y a la bibliothèque Ouest Lumière, donc qui est une bibliothèque métaphorique qu'on peut trouver d'ailleurs dans sa version réduite dans mon bureau actuel au Panthéon. Et c'est une bibliothèque qui ne peut être activée que grâce à un codex. Donc on ne peut rien comprendre, on ne comprend rien quand on la voit, mais on peut comprendre si on a le codex. Moi je sais où est le codex. Alors voilà, donc vous avez d'autres types
d'installations que j'ai pu réaliser. Les flux radiants, qui sont une pratique que je réalise souvent dans des espaces pour capter ou pour soigner les lieux. Donc là, vous avez ici une publicité Ouest Lumière que j'ai réalisée en 2000, qui a été montrée à 3000 exemplaires dans toute la France. Donc c'était aussi une forme de réflexion sur l'économie. Et là, vous avez ici un réseau de personnes qui est venu, 24 000 personnes, au Grand Palais. Donc une installation réalisée qui s'appelait Dynamo Fukushima. Et donc j'ai réalisé pendant une semaine dans le Grand Palais. Et donc c'était une installation assez ambitieuse puisqu'elle liait des milliers de personnes, 24 000 personnes qui pédalaient pour les enfants de Fukushima. Et ce dispositif a permis d'alimenter une économie. Donc les ONG étaient autour de cette œuvre et vendaient des produits dérivés. Ces produits dérivés étaient investis dans des dispositifs qui étaient liés à l'investissement pour des orphelins de Fukushima qui avaient perdu leurs parents et qui avaient été touchés par la catastrophe. Donc l'idée c'était de pédaler mais aussi d'avoir une incidence aux antipodes. Donc voilà, vous voyez l'œuvre. J'ai une présence un peu théâtrale et parallèle à l'ONU. Donc là, vous me voyez au stakeout de l'ONU. Ça m'a permis de réaliser des œuvres en tant qu'artiste observateur à l'ONU, mais aussi pour Human Energy. Donc vous voyez l'œuvre qui a été réalisée en 2015, avec la Tour Eiffel. Et donc c'était l'idée de créer un village des imaginaires circulaires sous la Tour Eiffel. Et grâce à une recherche de financement, j'ai réussi à mobiliser énormément de personnes qui m'ont permis de mettre en œuvre ce travail qui était une œuvre incroyable. 1 an et demi de travail, beaucoup de stress. Ce qui m'a un peu éloigné des œuvres in situ pendant plusieurs années parce que c'était vraiment très prenant. Là, vous voyez ici, l'œuvre était connectée à 80 millions de runners grâce à l'application Runtastic. L'application Runtastic, c'est une application de running qui est connectée à près de 80 millions de personnes dans le monde entier. Tout coureur recevait un message, voulez-vous participer à l'œuvre Human Energy ? Et si vous acceptez, vous donnez vos calories, elles vont être implémentées dans la Tour Eiffel et transformées en énergie artistique via un algorithme. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a avec des mathématiciens réalisé donc ce dispositif qui finalement transformait l'énergie calorique en une énergie artistique. Et puis parallèlement, on récupérait les tweets des négociateurs de la COP21 qui étaient au Bourget. Et donc tous les tweets, les mots importants, les mots-clés, tombaient au premier étage de la Tour Eiffel, donc avec un dispositif de projection. Et donc ça aussi, c'était très intéressant. Et puis le village des imaginaires circulaires sous la Tour Eiffel qui réunissait 11 000 personnes par jour et qui permettait aussi d'alimenter par l'action humaine les éclairages. Donc c'était tout un dispositif complètement fou. Dispositif qui m'a inspiré aussi d'autres types de réflexions, notamment sur les schémas holistiques. Et c'est là où finalement on en revient à la réflexion sur le réseau et sur le dessin. Je vous ai montré des organigrammes tout à l'heure, la façon dont s'interconnectent des personnes éventuellement dans une forme de théâtralité qui s'incarne non seulement par un concept qui est Ouest Lumière, mais qui peut aussi s'incarner dans des terrains réels, comme Dynamo Fukushima au Grand Palais, ou bien Human Energy avec la Tour Eiffel. Et bien là, ce qui m'a intéressé, c'est de réaliser pendant un certain temps des schémas holistiques dans différents lieux. Donc j'ai rempli des lieux entiers de schémas en relation avec l'intelligence des plantes. Donc ça a été pendant, évidemment, je vous renvoie à Emmanuel Coccia et à d'autres personnes qui réfléchissent l'intelligence des plantes. Mais donc j'ai eu tout un cycle comme ça, notamment en Roumanie, où j'ai traversé plusieurs expositions, 4 expositions, une à Timișoara, une à Cluj, une à Bucarest, enfin une autre aussi dans d'autres cadres. À Iași, près de la Moldavie. Donc vous avez ici, voilà l'idée, alors ça c'est d'autres types d'organigrammes, c'est autre chose, voilà, l'idée que donc toutes ces, on revient
voilà. Toutes ces fluctuations, donc vous pouvez voir par exemple des flux radiants. Là, vous voyez des flux radiants en Pologne. Donc là, c'est dans l'European Ski Hotel. Donc c'est un lieu qui a été complètement transformé, mais qui avait subi aussi, qui avait été un lieu pris par les nazis. Enfin, bon, il y avait tout un rapport à l'histoire de ce lieu, donc que j'ai soigné avec des flux. La même manière que je suis allé à Harlem aussi, là vous voyez cette personne qui pose devant une porte qui parle de healing, wellness and hope, donc l'esprit de communauté, mais aussi la souffrance d'une communauté. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est à certains moments de considérer le schéma holistique comme un élément de réparation ou d'analyse ou bien de juxtaposition qui va engager des formes. Donc là vous avez ici le Conseil de sécurité, la façon dont je m'inscris à certains moments dans l'ONU, là vous me voyez à l'ECOSOC. Bon, là c'est simple, c'est une action, hein. J'étais dans le public. Enfin dans le public, vous imaginez le public à l'ONU, ce sont des gens qui sont déjà badgés, totalement passés plusieurs checkpoints. Et puis il y avait une place sur la tribune. Donc j'étais au tout début de mon séjour à l'ONU. Eh bien je suis allé m'asseoir à cette place. Et puis j'ai mis l'oreillette et puis j'ai commencé à réfléchir avec les gens qui étaient là, donc qui me prenaient pour un des intervenants. Et puis à un moment donné, quelqu'un est venu me voir, me dit « Monsieur, je crois que vous n'êtes pas monsieur, parce que c'est un japonais en plus devait intervenir. Donc j'ai dit ah mais peut-être vous avez raison, je dois intervenir dans telle autre salle de réunion. Et donc ce qui m'intéressait aussi, c'était de jouer avec les limites et aussi le langage institutionnel. C'est tout à fait plausible de se tromper de salle, de se retrouver dans un panel, c'est tout à fait plausible. Et donc en fait, à partir du moment où on est dedans, finalement, on n'est pas indexé comme quelqu'un qui est en faute, mais au contraire, on va être accompagné. Donc là, j'ai été accompagné par 2 personnes qui m'ont amené à une autre salle, et donc c'était assez intéressant parce que, et donc j'étais accompagné aussi par d'autres personnes qui veillaient sur moi, comme le directeur de cabinet du service communication de l'ONU. Mais voilà, bon, j'aime bien créer des alliances et puis me mettre dans des situations qui peuvent être un peu limites. Donc là, c'est une étude que j'ai montrée à Bogota, en Colombie, dans une galerie, donc sur une étude sur des mots-clés que j'avais dégagés dans la Charte des Nations Unies. Et donc ce sont des grands formats photographiques que j'ai montrés. Bon, voilà, là vous avez ici alors ça c'est beaucoup de dessins que j'ai pu faire en relation avec l'ONU, avec des personnalités qui interviennent, et moi je prends les quotes et je les mets en relation avec les dessins. Donc là vous avez par exemple Julian Assange qui intervenait, et donc j'ai été invité par le réseau de Julian Assange pour dessiner les activistes et les journalistes indépendants qui se réunissent aussi pour faire passer des informations. Donc pour moi, il y a 3 types de schémas holistiques. Il y a les dessins de captation, de prise in vivo d'une conférence ou d'un événement. Donc là, par exemple, je vous en ai amené un pour vous montrer. Vous me verrez souvent en faire dans différents cadres. Donc en général, en 1 heure, je réalise un carnet comme ça. Donc ce sont des schémas totalement déconnectés d'une réflexion. Je prends en note des flux, des dessins, des éléments qui vont finalement faire sens par rapport à une situation. Mais je n'essaye pas de l'organiser moi-même. C'est mon soma, c'est mon inconscient, c'est en même temps la situation contextuelle qui vont faire que cette énergie-là va être mise en convergence avec ce que j'entends ou ce qui me traverse. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, on est là dans la captation. Il y a les dessins et captations en prise différée, donc à l'image d'œuvres que je vais réaliser en relation avec la pensée d'autres. Donc j'écoute Beuys, j'écoute Deleuze, j'écoute d'autres personnes et je vais réaliser des schémas holistiques en décalage comme ça. Et il y a les dessins de captation en association avec une thématique particulière, donc par exemple la planète Mars, l'énergie quantique, etc. Donc qui vont aussi accompagner cette réflexion.
Alors je vais pas, voilà, là vous voyez très rapidement, je vais passer très vite. Donc c'est le type de carnet que je vais vous montrer. Donc j'en ai des milliers, hein, j'en fais tout le temps. Donc j'en fais à peu près, je sais pas, 10 par semaine, quoi, à peu près, dans les bonnes semaines. Un peu moins, je suis un peu fatigué. J'ai exposé ça dans des galeries. Alors, vous voyez ça à New York, par exemple, quand c'est sur des murs. Là, c'était pour l'exposition Capitalocène. Là, je mettais en relation des plantes qui étaient mortes, qui étaient aspergées de pétrole, et en même temps des mots qui étaient liés à l'intelligence des plantes. Bon, là, c'est dans un centre d'art. Je me suis aussi transformé en plante à certains moments, en relation avec ces schémas. Et j'écoute beaucoup aussi des conférences avec des oreillettes. Et puis, je mets en œuvre ces schémas holistiques dans des lieux. Ça, j'aime bien faire ça. C'est très méditatif. Je peux passer une nuit entière à écouter plein de conférences et je remplis des lieux entiers de schémas holistiques. Alors, une fois, une entreprise m'a dit « Oh, on vous donne carte blanche !» Alors, ils pensaient que j'allais mettre, je ne sais pas, 3 dessins. J'ai pris tous les murs de toute l'entreprise, toute cette agence, et puis je l'ai investi intégralement. Le lendemain matin, quand ils sont arrivés, ils étaient affolés. C'était excellent. Et alors, voilà. Aussi un autre travail que je mène actuellement dans les sous-sols, 4e sous-sol de la 42e rue, au New York Times. C'est un travail qui s'appelle NYT. Donc c'est New York Times NYT, mais c'est aussi New Yann Thomas. Et donc je travaille sur la façon dont des millions et des millions de photographies avec des archives ont été consignées dans ce lieu et n'ont jamais été scannérisées d'ailleurs, et comment elles ont eu une incidence sur l'actualité de 1903 à 1990. Date à laquelle on est passé plutôt au numérique, donc maintenant on n'a plus ces photographies. Mais donc j'ai accès à ces photos avec leurs légendes, avec les articles qui ont été écrits en relation avec ces photos, et puis elles reconstituent à travers donc un travail que je mets en perspective, des cadres. Alors ça peut être des cadres qui vont donner lieu à des objets. Donc par exemple vendredi je vais faire une performance rue de Turenne où avec 7 agents en Ouest Lumière, nous allons réaliser, co-créer donc un objet, et cet objet va être transporté de façon métaphysique et il va apparaître grâce à l'action conjointe, et donc ces objets sont issus de ces photographies. Donc en ce moment je travaille beaucoup sur la façon dont cette histoire peut rejaillir à travers la fiction qui m'anime, et puis éventuellement à travers une analyse géopolitique du monde. Voilà. Alors, pour finir cette intervention, il nous reste un quart d'heure, j'ai souhaité aussi vous inviter à réaliser des schémas holistiques pendant l'année. Vous allez avoir donc 12 interventions. Chaque intervention va être un exercice pour vous. Je vous invite à réaliser donc des schémas holistiques sur nos intervenants. Et là, je vais vous montrer donc voilà une intervention sur Michael Contrastin par un étudiant de l'an dernier, une autre intervention sur un autre auditeur de l'IHEST, une autre intervention sur un colonel de gendarmerie, une intervention sur je crois que c'est Ariel Kirou sur la philofiction. Une autre intervention, voilà. Donc ce sont des schémas holistiques réalisés par vous l'an dernier. Et ces schémas holistiques, donc ce sont tous des schémas holistiques personnels, mais qui font sens par rapport au travail dans lequel vous êtes inscrit. Et donc mon idée, c'est aussi que vous puissiez partager avec nos intervenants autre chose, c'est-à-dire de co-créer finalement avec eux au moment où ils interviennent, sans qu'ils le sachent finalement, et ensuite que cette co-création puisse rejaillir sur éventuellement leur façon de raisonner par rapport à leurs œuvres, leurs travaux scientifiques ou leur vision de la société. Et donc, vous voyez donc tous ces schémas holistiques réalisés par des étudiants de Master 2, correspondent aussi à une vision subjective à chaque fois. Et cette vision subjective, c'est une part d'analyse du monde et aussi éventuellement la mise en place et en perspective des formes que vous allez vous-même créer dans d'autres cadres et par rapport à votre recherche en art ou bien au-delà, évidemment, votre recherche en écriture.
Donc, comme vous le voyez, mon idée, c'est de mettre en correspondance des corps, des idées, des formes, des concepts, et donc de considérer qu'on peut penser le monde d'une façon visionnaire à travers autant ce type de photographie, hein, vous voyez, une forme de portable réalisé en 1920. Je trouve ça assez intéressant de voir cette visée prospective, un peu comme pouvait l'avoir Nikola Tesla en son temps, hein, qui, à mon avis, évidemment, nous inspire toujours en tant qu'artiste, mais avait peut-être réalisé des inventions qui auraient pu bénéficier à l'humanité déjà depuis au moins 100 ans, notamment l'énergie gratuite. Et donc c'est dans ce cadre de réflexion entre créativité et création que je vous engagerai à travailler cette année, et je vous accompagnerai évidemment le mieux que possible pour pouvoir travailler dans ce sens et développer avec vous vos imaginaires, contribuer peut-être aussi à alimenter par ces schémas holistiques que je recevrai à chaque fois de manière régulière, et bien par email le jour même, ça serait pas mal, ou 2 jours maximum après, et bien pour pouvoir et bien avoir une forme de récit qui se construise entre nous à travers ces expériences extérieures. Je vous remercie.